Bienvenue dans 50 nuances d'horreur. Je suis Lily Allan, autrice, chroniqueuse littéraire et amoureuse d'horreur depuis toujours. Pas l'horreur pour choquer, pas celle qui se consomme vite et s'oublie, mais celle qui reste, celle qui travaille l'imagination longtemps après avoir refermé le livre. Dans chaque épisode, on prend le temps. On ouvre un roman, un recueil, un classique ou un sous-genre et on le regarde sous toutes ses coutures. On parle de voix, de structure, de rythme, de motifs, de ce que le texte dit et de ce qu'il choisit de taire. Installe-toi, prends ton livre préféré ou celui que tu hésites encore à ouvrir et viens, on va explorer ensemble l'endroit où la littérature et l'horreur se rencontrent. Bienvenue dans ce nouveau portrait d'auteur aujourd'hui consacré à un auteur que j'adore, que j'admire. Je vais dire ça pour tous les auteurs que je présente ici. Il s'agit aujourd'hui du grand maître de l'horreur, Stephen King. Les trigger warnings abordés dans les œuvres de Stephen King peuvent être l'alcoolisme, les addictions, le deuil, la violence, les scènes horrifiques, les accidents graves, les animaux blessés, la maltraitance. Je resterai sobre, on parle d'écriture, d'éthique et de mémoire. Il existe des auteurs qui propulsent un genre dans la lumière. Stephen King a fait mieux. Il a rendu à la fiction dite populaire le droit d'être mémoire collective et cartographie morale. Ses livres ne sont pas seulement des histoires de clowns, d'hôtels hantés, de cimetières trop tentants. Ce sont des bancs publics où générations et classes sociales viennent poser leurs sacs. Ouvriers, profs, adolescents qui claquent des portes, lectrices qui lisent dans le bus, gamins qui apprennent à avoir peur pour comprendre de quoi ils ont peur. Les détracteurs l'ont longtemps rangé au rayon roman de gare. L'histoire littéraire, têtue, le fait siéger dans une autre salle, celle des auteurs qui par la voix ont redessiné la géographie sensible d'un pays. Avant le mythe, replaçons l'enfant Stephen Edwin King, né le 21 septembre 1947 à Portland dans le Maine, terre-mère qui deviendra son décor intérieur. Pins, rivières, ville modeste, côte froide, cette lumière qui blanchit l'après-midi, des rues avec Main Street comme évidence. Son père, Donald, part quand Stephen est encore petit. Départ sans fracas spectaculaire, mais à l'onde de choc lente, la place vide. Sa mère, Nellie Rousse, née Pillsbury, tient tout. 2 fils, peu d'argent, des déménagements, de la dignité. Dans la biographie de Stephen King, ces éléments ne sont pas pittoresques. Ils sont l'algorithme émotionnel de ses livres. Les pères absents, les pères trop présents, les mères qui savent et s'épuisent, les familles qui se débattent avec la fracture, la météo, un garagiste pressé, un shérif pas mauvais mais fatigué. C'est là que la littérature s'ancre avant d'ouvrir ses portes vers l'irrationnel. Enfant, Stephen lit tout ce qu'il trouve. Ici Comics, pour l'horreur à casse serrée, Lovecraft pour les cosmogonies qui dépassent la tête, Bradbury pour l'été qui a une odeur, Matheson pour l'idée que le monstre n'a pas besoin d'être immense pour tout envahir. Il écoute la radio, développe une oreille à la fois populaire et très précise. Spot publicitaire, bulletin météo, scie musicale. Ce paysage sonore deviendra la bande-son de ses romans. Il apprend tôt que l'horreur n'est pas un sous-genre honteux. C'est une grammaire pour raconter la fragilité, l'injustice et la solitude. Asthmatique, parfois en retrait, il fréquente davantage l'imaginaire que les équipes sportives. Et il écrit nouvelles, débuts de romans, articles pour des fanzines, des chroniques. À partir de là, la machine à écrire ne quittera plus son horizon. À l'université du Maine, Stephen rencontre Tabitha Spruce. À partir de là, il faut retenir un fait. C'est celui-ci. Tabitha ne sera pas l'ombre, mais le pilier. Lectrice première, sauveuse de manuscrits, architecte du couple et gardienne du temps d'écriture. Quand King jette les pages de Carrie à la corbeille, persuadé qu'un roman sur une lycéenne télékinésiste ne trouvera jamais preneur, Tabitha les repêche, l'encourage, l'aide à terminer. La légende s'écrit sur cette scène domestique. Un panier à papier, une main qui fouille et une carrière qui s'allume. Carrie paraît en 1974. Le roman, sec comme un coup de règle, traverse le pays et devient un film 2 ans plus tard, réalisé par Brian De Palma en 1976. Dès ce premier succès, King fixe ses constantes. Une situation simple, des personnages ordinaires et une communauté qui se révèle, puis un pouvoir, télékinésie, hôtel qui réveille des choses, un clown, un virus, non pas comme déco, mais comme amplificateur moral. S'ouvre alors une décennie qui, vue d'aujourd'hui, ressemble à une poussée tectonique. Salem Lost, en 1975, relie le vampire comme parabole de la ville qui pourrit de l'intérieur.
Réseaux, rumeurs, entrées de garage, fenêtres qui regardent. The Shining, en 1977, enferme une famille dans un hôtel et observe un père glisser, l'alcool plus obscène que les fantômes. The Stand, en 1978, récupère la grande épopée américaine, route, désert, ville, voie, pour la recoder en lutte métaphysique. Randall Flagg, La tentation du chaos, et en face, des gens qui, sans super pouvoir, tiennent ensemble. The Dead Zone, en 1979, injecte le politique du fantastique. Savoir l'avenir n'est pas forcément à le détourner, et l'éthique n'est pas une équation. Firestarter, en 1980, puis Cujo en 81, puis Christine en 83, puis Pet Sematary à nouveau en 83. Chaque roman déplace la boussole, mais conserve la même promesse. Si l'on s'attache aux vies minuscules, l'horreur deviendra autre chose qu'un carnaval. Ce qui frappe quand on lit King, non pas en best-of, mais en continu, c'est sa méthode. Il commence par l'air, l'odeur d'un salon, une route pâteuse sous la pluie, la fatigue d'un mécanicien qui sourit par politesse, la radio locale, les heures d'un dîner, les superpositions. Il pose une communauté. Famille, flics, enseignants, bibliothécaires, vendeurs de voitures, vieux qui jouent aux cartes. Il donne des prénoms suffisamment simples pour ressembler à des voisins. Il lance ensuite un test. Et si, ici, quelque chose de plus grand entrait? Et si le surnaturel, loin de faire diversion, permettait de révéler ce que la routine cache? À l'arrivée, on n'a pas eu peur pour rien. On a appris comment la peur circule dans un groupe et ce qu'elle désigne. King ne se rêve pas en sociologue. Il en a pourtant souvent la précision. Bien sûr, la légende comprend les films. Avec Kubrick pour The Shining, il se joue un malentendu productif. Kubrick, cinéaste du labyrinthe mental, filme l'hôtel avec un cerveau qui avale les hommes. King, romancier de la famille, avait écrit La lente noyade d'un père. Le conflit ne diminue ni l'un ni l'autre, il clarifie. Le cinéma a fait un chef-d'œuvre qui n'est pas le roman, et le roman demeure l'étude la plus fine qui soit sur la responsabilité d'un homme malade de boire. Dans Dead Zone, Cronenberg insuffle sa froideur clinique. Carpenter sculpte la mélancolie motorisée de Christine. De Palma, on l'a dit, rase les murs du lycée pour mieux révéler les meutes adolescentes. Les adaptations ont donné à King sa figure publique. Elles ont aussi contraint le lecteur à revenir au texte, là où la tendresse pour les personnages ne cède pas au choix de mise en scène. Autre fil essentiel, Richard Bachman, pseudonyme qui lui permet d'écrire autrement et de déjouer le marché de l'édition des années 80, un livre King par an, pas plus. Sous ce masque, il publie des romans plus secs, plus tranchants, comme Rage, qu'il laissera pot de fleurs pour de bon, conscient de ses ombres. The Long Walk, Roadwork et Running Man. Là, le fantastique s'efface plus souvent. Surgit une Amérique d'autoroute, de révolte, de corps qui tiennent par orgueil plus que par espoir. Quand l'identité de Bachman fuite, c'est une petite tragédie comique de l'édition. C'est surtout la preuve que King, derrière ses best-sellers, n'a jamais cessé d'être un ouvrier du roman, essayer des formes, des vitesses et des registres. On ne peut pas raconter King sans parler de la bouteille. Au milieu des années 80, il boit trop, se drogue et s'use. Les témoignages décrivent une maison saturée de canettes, des nuits blanches, des pages qu'il ne relit plus avec l'attention d'avant, des livres trop longs par endroits, géniaux ailleurs. Cette partie n'est pas un ragot. Elle explique des oscillations stylistiques, des répétitions, des moments de pur éclat, souvent quand il s'accroche au corps d'un personnage comme à une bouée. La famille intervient. Tabitha organise une intervention, le met face à ses enfants, à sa vie. King accepte, il choisit la sobriété. À partir de là, sa prose change de grain, davantage d'attention aux fins, une tenue nouvelle dans les voix féminines. On pense à Dolores Claiborne, à Gerald's Game et à Rose Madder. Un rythme moins chimiquement accéléré et plus cardiaque. C'est dans ces années que se consolide son chantier le plus ambitieux, La Tour Sombre, commencé en 1970, poursuivi par vagues, repris, abandonné, bouclé par accident. Ce cycle est une cosmogonie personnelle. Western métaphysique, quête, désert, porte, Roland Deschênes comme chevalier obstiné. L'œuvre matrice où se croisent des échos de Tolkien, de folklorisme à l'américaine, de bande dessinée, de mythologie. La Tour Sombre n'est pas une parenthèse fantasy, c'est une biographie réaliste, c'est un hub. Les personnages des autres romans y entrent, en sortent. L'auteur lui-même entre dans la fiction, non pas par narcissisme, mais par honnêteté. Reconnaître que la fiction est un travail qui engage la vie. Certains lecteurs détestent, d'autres, comme moi, y voient une clé de voûte, l'affirmation que toutes ces histoires se parlent,
partagent des lois morales et un même désir, sauver ce qui peut l'être. L'accident, le 19 juin 1999 à North Lowell, reste un pivot. King est renversé par une camionnette. Le corps casse, bassin, hanche, poumon, genou. Il réapprend à marcher, à s'asseoir, à supporter l'écriture, lui qui écrivait debout des journées entières. Beaucoup auraient arrêté. King écrit On Writer, écriture, mémoire d'un métier. C'est l'un des livres d'art les plus utiles qui soient. Pas une doctrine, pas un bréviaire, une boîte à outils. Des règles simples, précieuses, lire beaucoup et écrire tous les jours, même peu. Enlever les adverbes qui savent mal, respecter l'histoire plutôt que son ego, faire confiance à la voix. Il y ajoute une mémoire, l'alcool, la drogue, l'accident, la douleur. Tabitha qui tient le fil. Des milliers d'auteurs gardent ce livre ouvert sur leur table. On y respire la probité d'un artisan. Dans les romans de l'après, la douleur physique devient une texture. From a Brick 8 observe la curiosité dangereuse. Lindsay Story est une lettre d'amour à Tabitha déguisée en fable métaphysique. Le couple comme monde avec ses passages secrets, ses cochonneries et ses miracles. Dumaquet travaille la création comme rééducation. 11-22-63 ose le voyage temporel, non pour la frime, mais pour la question « qu'est-ce qu'on répare quand on remonte ?» Under the Dome est une expérience sociale en cloche. Qui choisit quoi? Qui manipule qui? Et combien de temps un « nous » tient avant de devenir un « eux » L'autre trésor de King, depuis toujours, ce sont les nouvelles et les novellas. Night Shift, Skeleton Crew, Different Season, c'est là qu'on trouve Rita Hayworth and Shawshank Redemption et The Body, devenus Les Évadés et Stand By Me. Deux des plus beaux films américains des années 90 viennent de novellas non horrifiques. C'est-à-dire, si l'étiquette maître de l'horreur n'épuise rien, King est un maître du temps narratif, de la mémoire, de la tendresse, même quand elle est entourée de couteaux. Il sait cadrer juste, ni sentimentalité, ni cruauté décorative, une honnêteté qui rend la trame dure. Parlons éthique, car c'est là que l'horreur se joue. À quoi sert de montrer? On accuse si souvent le genre de jouir du gore qu'on oublie cette responsabilité. King connaît l'ellipse, pratique, économique, choisit parfois la description frontale, mais jamais sans replacer les corps dans une biographie. Chez lui, une mort n'est pas un effet, c'est une odeur sur un pull, une lettre jamais envoyée, un voisinage qui parle moins fort pendant quelques semaines. On sort de ces scènes dures, non pas parce qu'il crie plus haut, mais parce qu'il a tenu la main plus longtemps d'un personnage. Ce n'est pas du réalisme crasse, c'est de la loyauté. On peut parler de l'homme sans dire le lecteur. King lit énormément. Chaque année, il publie des listes de recommandations qui ont fait pour de jeunes auteurs plus que n'importe quel prix. Il défend les bibliothèques, finance les écoles, se bat pour la liberté d'expression sans confusion avec le n'importe quoi. Il tweet, parfois trop, il s'énerve, souvent bien, il joue ses caméos, pasteur dans Pet Sematary, client dans Maximum Overdrive, s'amuse avec les séries comme Castle Rock, dialogue avec ses enfants qui écrivent. Joe Hill, auteur immense à son tour, et Owen King, avec qui Stephen coécrira Sleeping Beauty. Il soutient Tabitha publiquement, encore et toujours, comme si chaque interview n'était qu'un rappel. Sans elle, pas de livre. On aimerait que plus d'hommes le disent avec cette constance. L'héritage, on a trop simplifié. On dit « il a influencé la pop culture ». Oui, clown dans les égouts, vélo d'enfant, maison qui regarde, dôme qui tombe, vieux cimetière au bout du chemin. Mais la vraie influence, c'est sa grammaire de l'intime. Il a appris à des millions de lecteurs qu'un roman de 900 pages pouvait être respirable si chaque scène est habitable. Il a remis la communauté au centre de l'horreur. Il a rappelé que la peur n'est pas un objectif mais un outil. Il a donné au grand public, souvent méprisé, des phrases qui tiennent. D'innombrables écrivains aujourd'hui, même loin du fantastique, doivent à King cette discipline. Une scène n'est pas une idée, c'est une pièce, des objets, un angle, une odeur et deux souffles. On lui a reproché ses longueurs. Parfois, il a raison d'acquiescer. Ces longueurs sont le prix à payer pour que la ville existe. On a moqué ses fins moins spectaculaires que ses milieux. Oui, certaines s'essoufflent, mais l'émotion chez King n'est pas un twist, c'est une décantation. On l'a traité de productif avec condescendance. Il répond par la qualité récurrente d'un regard. On a déjà commencé à écrire des tests sur ces femmes. On peut pointer des angles morts. On aurait tort d'oublier la dignité qu'il confère à Dolores, à Lizzie et à Wendy quand on la lit dans le roman et pas seulement dans le film. La critique n'a pas à l'absoudre, il doit le lire tout entier.
Je pourrais multiplier les fun facts. Qu'il a écrit The Running Man en une dizaine de jours, qu'il a été enseignant d'anglais et a corrigé des copies entre 2 chapitres, qu'il a offert des dons pour restaurer des théâtres, améliorer des services d'urgence, qu'il aime le baseball au point d'y trouver un modèle de narration, la lenteur, la tension, le geste parfait qui arrive rarement, qu'il a failli arrêter d'écrire parce que la douleur post-accident rendait la chaise ennemie, qu'il a parfois une mauvaise humeur de vieux rocker sur les réseaux sociaux et que, même là, on trouve le timing d'un raconteur d'histoire. La vraie force de King, celle qui ne se voit pas dans les résumés, c'est son art du temps humain. On s'en aperçoit particulièrement dans ses portraits d'enfants et d'ados. It a popularisé l'image du Losers Club. Mais le cœur du livre n'est pas le clown. C'est la promesse impossible qu'on échange à 11 ans et la manière dont la vie défait ses promesses. L'enfance, chez lui, n'est pas un paradis. C'est un pays où la peur première apprend à nommer des scènes d'été. Poussière de vélo, goût de glaçons, rivière trop froide, bibliothèque. On donnait leur grain à des souvenirs qui n'avaient pas encore de mots. On comprend pourquoi tant de lecteurs y reviennent à 40 ans. Ces livres avaient archivé des sensations dont on n'avait pas pris la mesure avant. Je respecte plus encore la place qu'il donne au second rôle. Chez King, un garagiste ne sert pas seulement à dire que la voiture n'est pas prête, il a une vie. Un bibliothécaire a des principes et une collection de timbres. Un policier a un deuil qui n'a rien à voir avec l'enquête en cours. Un tenancier de diner se souvient du prix des plats. Cette tendresse n'est pas gnangnan, elle structure le récit. Quand l'horreur arrive, elle ne traverse pas un carton-pâte, elle frappe des gens qui existent. Continuons encore parce que le portrait ne serait pas complet sans la politique au sens large. King, démocrate affiché, parle de violence armée, de dérives autoritaires, de la bêtise de certaines censures. Mais ces romans ne servent pas d'édito, ils sont plus fins. The Dead Zone imagine ce qu'il se passe quand la vision du futur devient fardeau moral. The Stand oppose 2 cultes de la communauté. Under the Dome observe la fabrication d'un tyran local quand la loi se retire. Billy Summers, plus récemment, suit un tireur d'élite fatigué. Roman noir au cœur décemment triste. Ce qui l'intéresse, c'est moins le slogan que l'effet des décisions sur le quotidien. Pourquoi après tant d'années ces livres restent-ils habités? Parce qu'ils ne prennent jamais le lecteur de haut. Parce qu'ils ont réussi ce mélange rare. Lisibilité sans simplisme, peur sans cynisme, émotion sans chantage. Parce qu'ils passent par la matière, aboiement d'un chien, carton d'une pizza, tapisserie sale, odeur d'un pull, craquement d'un escalier. Parce qu'ils font de nous des témoins et pas des touristes. Et que refermés, ils nous laissent avec quelque chose d'aussi simple que difficile. Une attention renouvelée aux autres. Je songe à cette image, une salle municipale dans une petite ville du Maine. Des chaises pliantes, un micro qui grésille, une file de lecteurs. King arrive, marche avec cette façon légèrement penchée des grands qui ont mal partout. Sourit, signe, écoute une histoire. C'est mon père qui m'a fait lire The Stand quand j'avais 15 ans. J'ai relu Dolores Claiborne après le divorce. Je voulais juste vous dire merci pour On Writing. Le véritable prix, c'est ça. Des milliers d'histoires collatérales qui le prennent en retour. Il rayonne moins comme star que comme confrère, l'homme qui a tenu sa lampe longtemps et qui continue à la passer. Je ne pouvais pas terminer cet épisode sans rendre hommage à Stephen King, tant à l'homme qu'à sa carrière d'écrivain. Il y a des écrivains qu'on lit pour oublier la nuit. Stephen King fait partie de ceux qui vous accompagnent dedans avec une bonne lampe. Il ne te promet pas que rien ne va surgir. Il te promet de rester dans la pièce quand ça va surgir. C'est la plus belle éthique en littérature, ne pas se sauver avant le lecteur. King m'a appris, comme tant d'autres, à respirer dans les scènes longues, à écouter la vie quotidienne sans la mépriser, à choisir mes peurs. Il m'a rappelé que l'horreur, quand elle respecte ses personnages, n'est pas un manège, c'est une conversation qui s'obstine. Qu'un roman peut, en effet, faire peur et mieux, donner un langage à ce qui fait peur quand on ne lit plus. Qu'un monstre n'est pas une fin, c'est un indice. Qu'un groupe d'enfants qui se tient par la main pèse plus que la grammaire d'un clown. Qu'un couple qui se parle vaut davantage qu'un rituel de sel. Qu'une petite ville peut être le théâtre de l'apocalypse et, le lendemain, se lever pour remettre des chaises. Merci pour les losers qui grandissent et se perdent, pour les pères qui tentent de réparer et parfois cassent plus encore, pour les mères qui se tiennent droites, pour les chiens fatigués qui regardent leur maître comme s'ils savaient déjà la fin. Merci pour Tabitha mise en lumière dans les dédicaces. Rappelle qu'un écrivain tient moins par génie que par alliance. Merci pour On Writing glissé entre 2 romans, pour les bibliothèques défendues,
pour les listes de livres partagés comme des paniers de pique-nique. Stephen King n'est pas un saint, pas un prophète, pas une icône en verre. C'est un travailleur de la phrase, un récit en cours, un homme qui a fait des erreurs, en a répondu et continue. Il demeure à sa table dans sa maison du Maine avec une tasse tiède, un chien, des photos, une playlist et cette obstination. Prendre soin d'une histoire jusqu'au bout. Cela suffit à justifier une vie entière. Je termine comme on ferme un livre tard dans la nuit, en laissant la main traîner une seconde de plus sur la couverture. Il y a des écrivains qui divertissent et ceux qui déplacent. King a déplacé ma boussole. Il m'a appris que la peur ne se gagne pas en cris, mais en attention. Que les monstres servent à mesurer le courage et que les communautés, même fracturées, restent notre meilleure arme contre ce qui rôde. Tant qu'il y aura des bancs publics, des bibliothèques ouvertes, des vélos, des clowns, des chiens, des mères, des pères, des enfants, des vieux qui racontent et un type qui prend sa machine pour écrire au lieu de hurler, nous aurons de quoi traverser la nuit. Alors merci Stephen King, pas pour les frissons, pour la tenue, pas pour les monstres, pour les gens, pas pour l'évasion, pour la présence. On garde la lampe allumée, on sait où est la porte et on se retrouvera à Derry, à Castle Rock, sur une route où l'air sent la sève et l'essence. Et on saura quoi faire si quelque chose bouge sous la bouche d'égout. Se regarder, se nommer, tenir ensemble et avancer. Voilà pour cet épisode consacré à Stephen King. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire et à l'enregistrer. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. N'hésite pas non plus à me dire quel auteur tu voudrais voir apparaître dans ce podcast. Et moi, je te dis à très vite pour une prochaine histoire d'horreur. Merci d'avoir écouté 50 nuances d'horreur. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner, à laisser 5 étoiles et quelques mots. C'est le meilleur moyen pour que ce podcast trouve d'autres oreilles. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, 50 nuances d'horreur, pour prolonger la discussion, me partager tes lectures et me souffler la prochaine œuvre à disséquer. On se retrouve très vite pour un nouveau voyage au cœur des histoires qui marquent et qui mordent. En attendant, garde la porte ouverte, on ne sait jamais qui pourrait frapper.